Bienvenue à tous, entretien exclusif sur Reflet TV. Carlos Martins Bilongo, membre de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et député du Val d'Oise, est notre invité. Bienvenue à vous, Carlos Martins Bilongo. Merci à vous, merci de m'accueillir. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit Akwaba. Merci. Dans cet entretien de 26 minutes, nous ferons le tour de l'actualité africaine ces dernières heures, des relations entre la France et l'Afrique et aussi votre combat en tant que député de la France Insoumise. L'actualité africaine ces dernières heures en Afrique est marquée par des coups d'État répétitifs dans des pays de l'Afrique francophone, surtout en Afrique de l'Ouest. Vous, en tant que parti de la gauche française, est-ce que vous condamnez ces coups d'État au Burkina, au Mali et au Niger? Il faut comprendre en fait les différentes configurations parce que c'est complexe. Là, vous en citez trois. Ce n'est pas tous les pays francophones, il y a des coups d'État. Il y a des pays où ça se passe bien. Ça aussi, il faut le retenir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une situation de tension qui est liée à une même région de l'Afrique de l'Ouest avec le Sahel, où nous, on a des reproches envers le gouvernement sur l'opération Berkane, l'opération qui était liée au terrorisme, où nous étions présents au Mali. Que nous aurons l'occasion d'aborder. Nous étions présents au Mali, nous avons quitté le Mali avec les armées françaises et l'armée française s'est rapatriée au Niger. Maintenant, ce que nous pouvons reprocher à notre gouvernement français en tant que parlementaire, c'est de ne pas pouvoir débattre à l'Assemblée nationale de notre présence militaire dans ces pays-là, à l'étranger. Maintenant, quand un président est élu démocratiquement dans ces pays, il faut savoir de quoi est fait cette révolte. Parce que moi, quand j'analyse les choses depuis mon jeune âge, j'ai 32 ans, j'ai connu des pays où il y a des insurrections, où les gouvernements ont été renversés, et parfois on appelle ça des printemps arabes, quand c'était pour la Tunisie. Et pour vous, c'est donc le printemps de l'Afrique francophone? Non, pas du tout. Il y a des printemps arabes, il y a maintenant, pour d'autres on dit des putschistes. Il faut savoir déjà pourquoi la sémantique est différente pour les deux. Moi, je pense qu'il faut prendre le pouls des populations. Le pouls, c'est un médecin qui vient prendre son poignet. Je pense qu'il faut aller discuter avec eux. Mais parce que c'est vraiment des cas de figure qui sont différents, que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger, ce n'est pas la même chose. Le président Bazoum s'est vu retirer le pouvoir par des personnes qui étaient sa garde présidentielle, des gens qui étaient avec lui il y a encore un mois. Et il n'y avait pas de problème. Il s'est fait renverser par sa propre garde. Aujourd'hui, on a des populations qui peuvent remplir un stade où ils sont 30 000, mais 30 000, ce n'est pas toute la population du Niger. On avait vu aussi des populations nigériennes qui étaient dans la rue pour dire que le président était élu démocratiquement, qu'il fallait qu'il soit libéré. Et ensuite, il y a aussi des revendications qui sont liées à la relation entre la France et l'Afrique. Donc, il faut vraiment dissocier les trois choses. Nous, on peut être très regardants sur les agissements de la France en Afrique. Sur certains points, nous ne sommes pas bons, mais pas pour autant qu'il faut avoir des renversements démocratiques de gens qui ont été élus à tout bout de champ. En un mot, est-ce que vous regrettez ces coups d'État? Moi, ce que je peux regretter, c'est les situations de tension, surtout. Parce que quand on n'a pas encore tous les éléments, apporter un jugement, ça peut être biaisé. Beaucoup de gens ont applaudi ce qui s'est passé en Tunisie quand Ben Ali s'est fait renverser. Parce qu'ils ont dit que voilà, le peuple tunisien a repris en main sa situation. Maintenant, les gouvernements qui sont en place au Mali, au Burkina et au Niger évoquent des gouvernements en transition. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, il faut qu'ils aillent au bout de ce qu'ils disent et ensuite faire au plus vite pour organiser des élections. Mais il faut prendre en considération que c'est les peuples qui ont pâti à chaque fois. Alors, la France est en voie de perdre tous ses alliés dans le Sahel. Faut-il craindre pour la France les prochaines années si la pomme de discorde se poursuit avec le Burkina, le Niger, le Mali et même la Guinée? Non, mais là, vous citez 4 pays. La France ne perd pas ses alliés. Je pense qu'aujourd'hui, même là, nous sommes en Côte d'Ivoire, on parle en français. Quand je regarde les vidéos au Burkina Faso, quand ils parlent de la France, ils parlent en français. Quand les gens s'expriment, leur mécontentement au Niger, ils parlent en français. C'est qu'il y a déjà un lien qui existe, existentiel et qui peut-être ne disparaîtra jamais. Ou pas dans cette génération-là, parce que les gens, nous avons la même langue. Ils peuvent être en conflit et en désaccord avec des entreprises privées françaises qui sont dans leur pays, des entreprises privées.
ils peuvent être en conflit avec les actions du gouvernement français, mais à aucun moment, et je ne pense pas que les personnes ne font pas le tri entre le gouvernement français, entreprises françaises et la population française et la langue française. Il faut vraiment dissocier, parce que les peuples restent des peuples frères. Moi, je pense beaucoup, il y a une grosse communauté malienne en France, il y a beaucoup aussi de Français qui sont au Mali, et il y a des Franco-Maliens partout. Il y a des Franco-Nigériens, comme il y a des Franco-Burkinabés, et c'est à eux qu'il faut penser, les Franco-Guinéens également. Les peuples sont frères, il faut garder ça en tête. Et maintenant, chaque gouvernement change. Aujourd'hui, on peut reprocher plein de choses à la France, mais le gouvernement français, dans 5 ans, ça même. La politique française est à changer. Moi, en tant qu'acteur politique de la gauche, il faut que ça change avec les relations avec l'Afrique. Et qu'est-ce que vous proposez, oui, mais vous, en tant que parti de gauche à l'Élysée? Mais déjà, il faut écouter ces populations. Moi, je pense que si je prends déjà juste le dernier discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2021, juste sur des choses simples, où le président Kaboré se déplaçait sans prévenir, il s'est levé, il est parti. Déjà que le président Macron l'avait titillé juste avant sur un sujet, donc il se lève, il part. Et le président Macron dit de façon très légère où est-ce que tu vas? Et ensuite, il dit il est parti réparer la clim. Ça, c'est quand même désobligeant. Il y a des choses comme ça que moi, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire, les gens me parlent de ça. Les gens n'ont pas oublié. Les gens s'arrêtent là-dessus et se disent mais ce n'est pas normal que la France, ça, nous ne sommes pas respectés. Et c'est ces petits points-là qu'il faut rectifier. Juste cette relation déjà, juste encore une fois, je répète le mot sémantique, mais le peuple africain et ces pays africains ont besoin d'avoir des discussions d'égal à égal. Alors, le 26 juillet dernier, des militaires ont entrepris un coup d'État au Niger et écarté le président élu Mohamed Bazoum. Le général Abdourahmane Tiani, président du tout juste né Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, s'est autoproclamé chef de l'État. Et depuis le renversement, les présidents font des ballets entre les différentes capitales de l'Afrique de l'Ouest. Quelle est votre position quant à la situation actuelle au Niger? Dans votre question, vous avez tout dit. Vous avez dit le président Bazoum a été élu. Vous n'avez pas rajouté le mot démocratiquement. Donc, il a été élu démocratiquement. Ensuite, vous avez dit que quelqu'un lui a pris le pouvoir et s'est autoproclamé président. Déjà dans votre question, il y a déjà... Quelle est votre position? La France insoumise condamne donc le coup d'État au Niger. Je vous dis déjà, il y a un sujet. Déjà là, il y a un sujet. Après, coup d'État... Vous condamnez le coup d'État au Niger? Coup d'État, il est particulier. Parce que vous avez un président qui est mis aux arrêts, mais qui communique. Vous êtes jeune, je pense. Vous avez déjà vécu un coup d'État? Moi, j'ai vu des coups d'État où le président disparaît. Soit il n'est plus sur le territoire, soit il est mort, mais on ne le voit plus. Là, on a un président qui continue à s'exprimer, qui a des ministres qui sont toujours en place. On a vu des ministres qui ont été invectivés. Ça a été fait avec le président Kaboré au Burkina, après le coup d'État, il communiquait également. Là, il s'exprime. Ses ambassadeurs sont toujours en place dans les autres pays. Et il continue d'avoir une activité politique, parce qu'il fait des discours, il discute avec Washington, il discute avec l'Élysée, les choses avancent. Maintenant, toute insurrection qui n'est pas liée à un fait démocratique est condamnable. Mais il faut analyser les choses. Ce n'est pas au tir d'un bigot qu'on va dire est-ce que la gauche, vous soutenez le putsch ou non. Ce n'est pas comme ça. Il faut analyser les choses. Parce que quand ça s'est passé en Tunisie, je reprends l'exemple, on n'était pas là à se demander est-ce que c'est bien ou pas pour Ben Ali. Mais après votre analyse, est-ce que vous condamnez? L'analyse, elle continue. Ça ne s'arrête pas là. Il faut voir aussi... Moi, je pense que les premières personnes qui doivent parler, ce sont les pays voisins, le Mali, la Côte d'Ivoire, l'ensemble de la CEDEAO, dans sa globalité. Hein. Les pays frontaliers aussi au Niger. L'Algérie a son mot à dire, surtout. Le Tchad, tous ces pays-là ont leur mot à dire. Le Nigeria, il faut qu'ils discutent. Et beaucoup de ces pays-là, moi je prends beaucoup de pincettes, ils veulent une résolution diplomatique. Parce que là, à chaque fois... La CEDEAO a ordonné, les chefs d'état-major, une opération militaire se prépare contre les putschistes au Niger. Par où ils vont passer? Pour l'instant,
rien n'a été décidé, mais les forces en attente de la CEDEAO se préparent pour une attaque au Niger contre les putschistes. Vous, en tant que parti de la gauche, est-ce que vous êtes pour cette opération? Moi, je suis pour ce qu'a demandé, par exemple, l'Algérie, une solution diplomatique. Parce que, déjà, comment ils vont intervenir? C'est une question. C'est moi qui vous pose la question. Mais comment ils vont intervenir? Par quelles frontières ils vont passer? Les pays frontaliers du Niger sont contre. Le Niger a des frontières avec ça. Tous les pays qui ont des frontières avec le Niger sont contre l'intervention militaire de la CEDEAO. Donc, par quels moyens ils vont passer? Est-ce que les militaires qui vont être envoyés par je ne sais quel pays, le Sénégal, ils vont traverser l'Algérie? Non. Il faut trouver une solution diplomatique. Et je pense qu'on a tous les moyens. La CEDEAO s'est rendue avec ses représentants plusieurs fois au Niger. Qui n'ont pas pu rencontrer la junte au pouvoir? Ils ont rencontré des émissaires qui étaient leurs porte-parole. Je pense qu'il faut continuer. Malgré le fait qu'ils ont dit qu'ils se préparaient à une action militaire, il y a toujours une issue. Alors, pour rappel, 1500 militaires français avaient fait leur retour sur le sol nigérien en mai 2023 pour lutter contre le terrorisme grandissant dans le Sahel après le retrait progressif du Mali. Et pourtant, la dégradation de la situation sécuritaire est l'un des arguments donnés par la junte militaire nigérienne après le coup d'État sur le président Bazoum. La France d'Emmanuel Macron est-elle aujourd'hui en incapacité de lutter contre le terrorisme dans le Sahel? Mais on lutte contre le terrorisme dans différents pays. On l'a fait au Mali, on l'a fait dans d'autres régions encore une fois. On le fait en Mozambique contre les Chebabs. Mais il n'y a pas que la France. À chaque fois, ce qui est regrettable, c'est qu'on va retenir la France, les militaires français. Il y a aussi des bases militaires américaines. Il y a aussi des militaires allemands, des militaires italiens. Et comme tout le monde s'exprime en français, donc on retient la France. Comme la France aussi était l'ancien pays colonisateur, on retient également la France. Maintenant, la France, dans sa lutte contre le terrorisme, il y a des imperfections. Tout n'a pas été parfait. Mais je pense que la France fait ce qu'elle peut. Elle peut mieux faire. Mais je pense qu'elle pourra encore mieux faire quand elle sera en réelle collaboration avec ces pays-là et avec ces armées, avec l'armée locale. Je pense que la France aurait gagné à avoir une meilleure relation avec l'armée malienne pour qu'on puisse avancer dans le même point ou des avancées. Parce que surtout, ce que j'entends, moi, c'est des gens qui me disent « Oui, vous êtes là, mais les terroristes continuent de fleurir, il y a toujours autant de terroristes, pourtant vous êtes là. » Il y en a même qui sont complotistes qui me disent maintenant « Oui, on pense que les militaires français aident les terroristes et tout. » Donc nous, quand vous êtes français issu de l'immigration, vous êtes malien d'origine, vous êtes français, etc., c'est dur à recevoir ça. Moi, je suis franco-malien, je pense pas, même, on a même des amis à nous qui sont militaires. On ne pense pas qu'il y ait des militaires qui sont franco-maliens puissent armer des terroristes. Voilà. Donc on reçoit tous ces messages-là qui sont sur Internet, nous on les reçoit en pleine face. Et nous on est les premiers à dire mais c'est pas possible, etc., à analyser, à comprendre, à avoir des amis qui sont militaires, à dire mais est-ce que c'est possible? Et ils nous disent que non. Et moi je ne pense pas, j'aimerais bien avoir une preuve à l'appui que l'armée française aide des terroristes, mais je ne pense pas. Alors, dernière question pour terminer cette première partie de notre entretien. Faut-il s'attendre à d'autres types de révolutions en Afrique francophone les prochains mois, voire les prochaines années, pour briser les liens de domination de la France sur l'Afrique francophone? En termes de statistiques, je n'ai pas les chiffres avec moi. J'avais discuté moi avec l'ambassadeur français qui est en Côte d'Ivoire. Est-ce que depuis que la France n'est plus au Mali, est-ce qu'il y a moins de terrorisme? La situation continue, elle est la même. Voilà, donc ce n'était pas la France qui était responsable. La France faisait ce qu'elle peut pour lutter contre. Ensuite, est-ce qu'il y aura d'autres pays francophones? Il faut que les présidents des pays fassent attention. Parce qu'il y a beaucoup de présidents aussi qui font beaucoup d'erreurs et après ça retombe sur la France. Je prends l'exemple du Sénégal que j'ai visité au mois de janvier dernier pour l'affaire du troisième mandat. Macky Sall voulait faire un troisième mandat et quand la population sénégalaise se levait, il parlait que de la France. Il disait si Macky Sall fait un troisième mandat, c'est à cause de la France. Donc il y avait un sentiment anti-français, il y avait beaucoup de tags devant les entreprises françaises, etc. etc. Et voilà, ce sentiment qui montait parce que Macky Sall voulait faire un troisième mandat qui n'était pas dans la constitution sénégalaise. Vous vous rendez compte, ça veut dire un président sénégalais veut faire un troisième mandat, il impose le troisième mandat, il dit je veux le faire. Enfin, c'est un bruit qui courait dans la population. À la fin, on va pointer du doigt
La France. Vous voyez que les présidents doivent faire attention dans leur gestion des pays. Souvent aussi, quand il y a un soulèvement, c'est parce que les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Vrai sujet, les pays de la CEDEAO. J'espère qu'on va en parler, la question migratoire. Combien de personnes de ces pays-là, qui sont souvent en tension, sont à chaque fois dans des flux migratoires, à mourir dans la mer Méditerranée ou à mourir aujourd'hui dans le désert entre la Tunisie et la Libye. Souvent, ce sont des personnes qui sont issues des pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ces jeunes n'ont pas de perspective, sont dépourvus d'ambition. Pourtant, ils déboursent de fortes sommes, voire 4-5 millions de francs CFA, pour se rendre en Occident. Comment ça se passe? Il faut arrêter ces réseaux de passeurs. Ou c'est même ces fausses promesses. Parce que la France, ce n'est pas l'Eldorado. Et même avant d'arriver en France, ils traversent des choses qui font que, une fois arrivés juste sur la barque, ils sont déjà traumatisés parce que drogués. La mer Méditerranée, c'est des vagues comme ça. Moi, je ne sais pas nager. Alors, si je vous dis, c'est des vagues comme ça. Donc, juste pour aller monter sur le bateau, ces gens-là sont drogués. Avant, ils se sont fait violer. Donc, ils vivent des périples de 3 mois. Même quand vous arrivez en France, vous êtes dans un état déjà tellement laminé par la vie, violé, agressé, battu, soumis à l'esclavage. Et vous êtes toxicomane. Est-ce que ça fait partie de votre combat en tant que député? Bien sûr, bien sûr. Justement, nous sommes dans la deuxième partie de notre entretien. Vous, en tant que député français d'origine africaine, vous êtes entièrement engagé contre l'injustice sociale, surtout les différentes formes de discrimination dans la société française. À ce jour, quelles sont les actions que vous avez menées de manière concrète? Je mène plein d'actions. Je suis souvent avec SOS Méditerranée. C'est une ONG qui vient faire des sauvetages d'urgence dans les couloirs migratoires à la mer Méditerranée. Il faut savoir que le droit de la mer oblige un bateau à secourir une personne qui est dans la mer. Donc peu importe si c'est un bateau de croisière, un bateau de marchandises, s'il y a une barque qui est sur la mer, elle doit être secourue. On peut pas regarder la couleur de la personne, sans regarder la couleur. Maintenant, il faut savoir que les bateaux ont compris que la Tunisie, Libye, qui ramène jusqu'à l'Europe, c'est un couloir migratoire. Donc, volontairement, les bateaux n'empruntent plus ce chemin-là. Volontairement, d'entreprise, ils font le tour pour éviter de respecter le droit de la mer. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont là et avec leur petite barque, ils n'arrivent jamais à arriver à l'Italie ou à Malte. Du coup, ils décèdent dans la mer Méditerranée. Il y a une ONG, donc SOS Méditerranée, qui a son bateau, le Sun Viking, et qui vient secourir des personnes. Il y a eu ils ont secouru des personnes encore hier soir. Et moi, je soutiens SOS Méditerranée. J'ai été dans le bateau, j'ai visité le bateau l'année dernière quand il était arrivé sur quai à Marseille pour des révisions. J'ai été avec les équipes, j'ai discuté avec eux. Et c'est ces actions-là que je soutiens. Et aussi, je suis très lié à la question climatique. Parce que les dérèglements climatiques, souvent, c'est les pays pollueurs qui polluent beaucoup. Les États-Unis ont une dette écologique incroyable, incommensurable. Vous avez l'Inde également, qui pollue énormément, qui est victime aussi du dérèglement climatique, hein, l'Inde, le Pakistan. Mais les Africains, un Africain pollue 0,0,1, rien du tout. Mais est victime du dérèglement climatique de par les inondations, le stress hydrique, le manque d'eau, tremblement de terre et autres. Et quand vous avez, par exemple, vous êtes un enfant issu d'une famille qui était agriculteur, mais sur vos champs, vous n'arrivez plus à cultiver à cause du dérèglement climatique. Moi, je comprends un enfant qui va avoir 15 ans et qui va vouloir se déplacer, aller vers les pays du Nord. Alors, le Quai d'Orsay place le Mali en zone rouge et la France suspend la délivrance des visas aux Maliens. Le Mali a fait de même. Voilà. Quelles seraient les conséquences de ce bras de fer pour la France? Vous savez, on fait ça, mais il y a des Maliens qui sont en France, des Français qui sont au Mali. La France et le Mali, il y a même une ville en France, à Montreuil, où on dit que c'est le Mali. Donc, c'est des pays qui sont liés, ça va s'arranger. Jusqu'au moment où les exécutifs changeront, ça s'arrangera. Il n'y a donc pas de conséquences
pour la France. Il y a des conséquences pour les populations, pour les franco-maliens. Il y a des Maliens qui sont au Mali actuellement. Il y a des Maliens qui ont pris des billets aller-retour avec Air France. Et maintenant, ils vont passer par la Côte d'Ivoire. Peut-être les Ivoiriens vont dire: ah, on a eu des billets annulés, il y a du monde maintenant à l'aéroport, on rate nos vols, il y a plus tard. Ben, il y a des dommages collatéraux pour les pays voisins. Il faut savoir qu'il y a des Maliens ou des Français qui ont pris des vols aller-retour et qui vont être bloqués. Il faut savoir qu'il y a des familles qui sont en attente de visa. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont mariés avec une Malienne ou mariés avec un Malien. Ça va créer des complications. Il faut savoir que vous allez pas avoir un décès dans votre famille, vous allez voir la famille, c'est bloqué. C'est ça le vrai sujet. C'est qu'est-ce qui va se passer en fait, toutes les situations d'urgence de la vie de tous les jours qui peuvent être qui sont d'habitude gérées par les consulats, parce qu'ils font un travail remarquable, le travail consulaire est important. Maintenant, comment on va faire? Que répondrez-vous si on vous pose la question suivante? Quel est le plus grand défi actuel de votre lutte que vous menez en tant que défenseur des droits de l'homme des peuples noirs en France? Non, je ne défends pas les droits de l'homme des peuples noirs. Je défends toutes les minorités. Toutes les minorités. Et vous êtes beaucoup engagé pour les peuples noirs? Toutes les minorités, non. Toutes les minorités. Ça dépend des séquences. Il y a des séquences où je suis en Afrique, en ce moment je suis en tournée, j'étais au Congo. Il y a des séquences où je vais être en Turquie, je vais être en Amérique du Sud. Voilà. Moi, je suis pour défendre toutes les minorités, parce que c'est universaliste. Il faut savoir que les problèmes que peut avoir un jeune Africain peuvent être similaires avec ceux qui sont en Afrique du Nord également. Vous avez aussi des Noirs qui vivent, qui sont nés marocains et qui sont noirs. En Algérie, vous avez des Noirs également. Donc il faut faire attention à ça. Moi, surtout nous en France, parce qu'en France, il y a vraiment de tout. Moi, mes amis, mes frères, les gens avec qui j'ai grandi, les sœurs, etc., ils ont toutes les couleurs et on a les mêmes problèmes. Et quand on discute avec eux aussi, dans les pays d'origine, il y a les mêmes problèmes. Donc moi, j'essaie d'avoir une convergence. Et quand on dit droit d'humain, c'est de tous les humains. Je rappelle que nous sommes avec Carlos Martins Bilongo, député français pour le compte de la France Insoumise. Alors nous allons aborder la dernière partie de cet entretien. Carlos Martins Bilongo, vous êtes auteur d'un livre Noir français. Pourquoi noir français? Parce que je suis noir français. Simple, hein? Et ça pose des questions. Laquelle? Dites-moi, c'est intéressant. Il y a des Français qui ne sont pas forcément des Noirs. Noirs français. Quelle est la problématique à laquelle vous répondez dans ce livre? Déjà, en fait, quand on me voit en France, d'abord, on voit un Noir. Ça, quand un Français ou on voit d'abord, avant tout, sans mon passeport, dans ma poche, vous et moi, on est les mêmes personnes. Pareil. On marche dans la rue, etc. C'est après qu'on sait que je suis français. Et aujourd'hui, en France, et dans différents pays aussi, la question raciale revient à chaque fois. On veut replier les gens sur soi, on veut les stigmatiser. Et moi, aujourd'hui, de par mon mandat, on me connaît, on me reconnaît. Et je sais que des personnes aujourd'hui, quand ils me voient parler mon français, pour eux, ils ont une gêne ou une crainte de quelque chose. Un sous-député? Non, pas un sous-député. Mais ils vont se dire, il est là, il est dangereux, il faut faire attention, ses amis aussi vont arriver, etc. C'est des questions qui sont très racistes parfois qui existent aujourd'hui dans le Parlement français. On a 88 députés du Front National, maintenant c'est Rassemblement National Marine Le Pen. Et c'est des personnes qui sont très offensives sur la question raciale, qui ont des propos abjects sur la communauté africaine, sur les Noirs. Et pour eux, moi je vous dis en fait, c'est qu'une fois qu'on est né en France, moi je suis né en France, je suis français. J'ai des origines. Je peux en parler avec les gens que j'apprécie, parce que de ces origines, on en parle en intimité. Parce que moi, j'ai déjà mangé avec une table de 20 personnes. Nous sommes 20 députés. Des Bretons, des Normands, des Corses, de France, etc. Tout ce que vous voulez. Mais quand vous êtes seul noir à table, on va vous demander à vous: ah, mais toi, tu viens d'où? Je dis: mais je viens du Val d'Oise exprès. Oui, mais où? En fait, moi, ces questions-là, je n'aime pas. Et je sais que beaucoup de Français le vivent. Beaucoup de Noirs ou d'Arabes qui sont dans des villes, dans des salles de classe, on n'a pas à vivre ça en fait. On veut être comme tout le monde, tranquille, passer une journée, être posé, discuter avec des collègues et rentrer chez soi. Alors ce livre autobiographique, et ça répond à ces questions-là. Oui, ce livre autobiographique inspirant retrace également votre histoire depuis les quartiers difficiles jusqu'à l'Assemblée nationale de France, dépassant les préjugés des classes et de couleurs, c'est ça? C'est ça. On parle beaucoup aussi du monde associatif, parce que j'étais président d'associations. J'ai monté beaucoup de projets populaires avec les populations. On était
Et le monde associatif, c'est un monde important en fait. C'est très souvent du bénévolat, à 90% du temps. Et parce qu'il y a aussi des gens qui sont en monde associatif mais qui sont salariés, c'est juste 10%. C'est des gens qui viennent avec un même but, mener une action, sans savoir si ça va marcher, mais avec la même vision et une conviction. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire pour une série d'activités. Parlez-nous un peu de vos activités que vous menez avant pour votre séjour. J'ai eu des activités parlementaires, donc j'avais différentes rencontres à faire pendant mon séjour. Nous avons eu malheureusement au moment de notre arrivée le décès du président Bédié. Donc ça a été une première rencontre politique de faire part de notre condoléances à son groupe politique, le PDCI, ensuite à la défunte épouse, la veuve Bédié. Et ensuite on s'est enchaîné des rencontres avec l'ambassade française, les différents projets liés à l'Agence française du développement, l'AFD, qui mène sur Yopougon, où l'AFD a finalisé un lycée agroalimentaire sur Yopougon, qui peut recevoir 400 élèves, très intéressant, et également le nouveau marché du Yopougon. Donc le marché actuel est très dense, je ne connaissais pas Yopougon, et là on a un nouveau marché qui est en travaux, et je suis très heureux que nos impôts en France, la TVA française aujourd'hui, qui est aujourd'hui injectée via l'AFD avec le C2D, sur des projets comme ça qui vont aider les populations ivoiriennes. Au travers de ces rendez-vous-là protocolaires et parlementaires et diplomatiques, j'ai rencontré aussi différents ministres, ministre de la Jeunesse, ministère des Femmes, ministre d'État aux relations politiques, et également je suis présent aussi avec une ONG française de ma circonscription, Eurobasam, qui me suit dans ma délégation, parce qu'on a des projets dans différentes villes en Côte d'Ivoire, où j'accompagne l'association. Et également, je suis intervenu auprès du camp IYF sur Angré à Abidjan. Donc c'était un camp qui est réalisé chaque année. C'était la 13e édition. J'ai été invité. Donc tout se coordonnait bien entre mon parcours parlementaire sur place et l'intervention avec l'association et l'ONG IYF. Donc c'était une très bonne chose d'être sur place. J'ai également profité de la même occasion pour faire des séances dédicaces de mon bouquin à la librairie française. Alors, aujourd'hui a été inauguré le 5e pont d'Abidjan, le pont Alassane Ouattara. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Dernière question pour terminer. Comment est-ce que vous trouvez la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des avancées au niveau des infrastructures, tout ça? En termes d'infrastructures, j'espère que ce nouveau pont, j'ai discuté moi avec mes amis, ils m'ont dit que ça va désengorger Cocody pour pouvoir accéder à Angré, si je ne me trompe pas. Accéder à Plateau. Plateau, voilà. Le centre des affaires. Franchement, si ça peut me sauver, ça va me sauver parce que j'ai fait 1h30 dans les bouchons. Donc si ce pont peut sauver, moi je signe tout de suite. Donc c'est une très bonne chose qu'il arrive. Apparemment, il y a d'autres ponts aussi qui sont en travaux. Le 4e pont. Donc c'est vraiment une bonne chose. Carlos Martins Bilongo, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous sommes malheureusement au terme de cet entretien exclusif. Merci à vous de m'avoir reçu, c'est une très bonne chose. Et aussi, je vous félicite pour cette interview. Vous êtes quelqu'un de très jeune, à l'image de la Côte d'Ivoire, à l'image de l'Afrique. L'Afrique et toute sa jeunesse, voilà, nous promet un bel avenir. Et je rappelle que vous êtes député du Val d'Oise et membre de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à suivre Reflet TV, votre télé.